je remercie le docteur Aurélien Lambert de l'Institut de cancérologie de Lorraine de donner ce premier webinaire UCGI. Donc Aurélien qui est également membre du bureau UCGI qui nous fait le plaisir de démarrer ces sessions de webinaire. Merci. Et Ludovic, je ne sais pas si tu nous entends, et Ludovic Eves qui est avec nous, qui est responsable de la formation au sein du bureau UCGI. Eh bien, bonjour Ludovic, je sais pas. Je crois qu'il n'a pas de son pour l'instant. Eh ben, écoute Aurélien, je te laisse la main. Tu peux partager ton écran. Pour les participants, si vous avez des questions, vous avez un chat à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et puis on les posera en fin de session. Ouais. Moi, je les ai même, je les ai pendant la présentation, si vous voulez, donc je pourrais rebondir en live. Merci Laure de m'inviter à faire ce topo. Je suis très content déjà parce que c'est le premier de l'année, donc meilleurs vœux à tous et à toutes. Et puis aussi parce que c'est les tumeurs neuroendocrines. C'est vrai que c'est pas le sujet qu'on aborde le plus souvent. Et je suis très content de le faire parce que c'est une belle discipline que j'ai découvert moi il y a quelques années maintenant. Et je prends beaucoup de plaisir à travailler donc au sein de Renaten, ça c'est le groupement des tumeurs neuroendocrines. Et il y a beaucoup de choses hyper intéressantes. Et puis ça fait plaisir de faire des cancers je ne dis pas qu'on guérit tous, mais en tout cas qu'on soigne bien. Ça change des pancréas habituels. Donc voilà, il y a plein de belles choses à dire et de belles prises en charge. Donc je vous partage mon écran. Hop. Voilà, normalement, vous devez voir apparaître hop, les slides. Alors, j'ai un souci, ça tombe en plein milieu. Ouais, voilà. On les voit bien, ouais. C'est bon, voilà, ça y est. Hop. J'avais le truc en plein milieu de l'écran, pardon. Donc voilà, tumeur neuroendocrine. Alors, l'idée, c'est de vous parler de ça sur une trentaine, quarantaine de minutes maximum pour qu'on puisse avoir un petit temps d'échange. Et résumer une discipline entière sur un temps court, c'est pas une chose facile. Donc j'ai fait des choix, j'ai fait des coupes et voilà, j'espère que je traiterai tout ce qui est d'intérêt. Il est forcé que je sois pas exhaustif, mais c'est pas très grave. Je pense que l'idée, c'était aussi d'avoir une vue macro, de vous poser des questions, enfin en tout cas que vous en ayez, d'y répondre, et puis voilà, d'ajuster le tir en fonction des échanges qu'on pourra avoir. On n'est pas très nombreux, on est une vingtaine, 25. Donc je pense qu'on peut profiter aussi de parler à bâton rompu sur cette discipline qui n'est pas la plus fréquente. Je ne sais pas si dans vos centres respectifs, vous en faites beaucoup. Certainement, certains seront très très précis sur les TNE et d'autres en auront vu passer très peu. Donc voilà. Donc TNE, alors hop, voilà. Déjà, ce que c'est une TNE, en fait, tout peut être une TNE, voilà, c'est facile. En fait, toute cellule en tout point de l'organisme qui a la capacité, en tout cas, de sécréter des hormones, est une TNE potentielle. Et donc, il y a des organes privilégiés, pancréas, thyroïde, etc. Mais on peut en voir à peu près partout. Et donc, c'est ce qui fait aussi la particularité de cette discipline, c'est qu'on peut passer d'une vessie à un ovaire, à un testicule, à un poumon en TNE. Et donc, voilà, il n'y a pas de limite. Forcément, le biais sera qu'on traite beaucoup de TNE digestives parce que c'est le plus répandu, qu'on est à l'UCGI, donc c'est le groupe gastro-entéro-digestif, et donc on a forcément un peu plus d'exemples et d'études que je présenterai sur le digestif, mais voilà, il n'y a pas que le digestif. Pour ma part, moi je suis oncologue médical, donc je ne suis pas gastro-entérologue de formation, ce qui me permet, entre guillemets, de pouvoir aussi voir d'autres formes de cancer, notamment cancer du sein, notamment cancer urologique, etc. Voilà. C'est une tumeur rare. Hein, c'est pas rarissime, mais c'est une tumeur rare. On compte à peu près 2 à 5 cancers pour 100 000. Ça, c'est les chiffres US, mais c'est vrai aussi en Europe. Donc, vous voyez qu'un médecin traitant installé qui a, par exemple, un turnover de 1500 patients en moyenne, rarement plus de 2000, c'est pas dit qu'il en voit souvent, quoi. C'est pour vous donner une idée. Hein. Ça concerne plutôt les personnes de 40 à 60 ans et ça concerne plutôt les hommes que les femmes. Hein. Ne voyez pas de malice sur cette ligne, c'est juste voilà, la prévalence des hommes est supérieure à celle des femmes. Les sites les plus fréquents, je vous l'ai dit, c'est plutôt digestif. On retrouvera beaucoup d'intestin grêle, estomac, pancréas, rectum en moindre mesure.
et puis du poumon. Donc, on peut résumer les choses à la TNE, c'est les gastro ou les pneumos. Et puis, entre guillemets, les oncologues médicaux comme moi, on peut naviguer entre deux eaux et être présent sur les deux localisations. Mais voilà, comme tout type de cancer. Donc, plutôt digestif, un peu poumon, et puis il y a le reste un peu moins fréquent, du côlon, vessie, peau, rein, ORL, œsophage. L'œsophage, j'en ai vu un dans ma vie. Alors, j'ai pas non plus 50 ans de boutique, mais voilà, c'est quand même quelque chose d'assez rare. Les ovaires, j'en ai vu plusieurs. Donc, on a des choses. On a des choses à se mettre sous la dent. Pourquoi la TNE? C'est en fait c'est la sécrétion qui va être importante dans ce genre de maladie. Et ce sera souvent en fait une sécrétion inappropriée de sérotonine. La sérotonine, c'est un neuromodulateur qui permet entre autres les échanges neuronaux, la régulation métabolique, la thymie par exemple, très impliquée dans les syndromes dépressifs, etc. Mais ça peut être aussi des insulines, enfin de l'insuline dans les insulinomes, gastrine, glucagon, etc. Donc on peut trouver, en fait, on révise pas mal la médecine interne dans cette discipline, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a des tableaux cliniques très variés. Alors, peut-être une des slides les plus importantes de ce topo pour bien comprendre ce à quoi on a affaire, c'est on va parler en fait finalement de TNE toujours, mais la TNE c'est quoi? C'est plutôt la néoplasie neuroendocrine, et les néoplasies neuroendocrines se découpent en deux catégories qui sont les TNE, donc les tumeurs neuroendocrines, et les CNE, les carcinomes neuroendocrines. Et c'est pas pareil, hein. La plupart des TNE, c'est 80-90% sont des tumeurs donc différenciées, contrairement au carcinome, qui est une tumeur indifférenciée et dont le pronostic va être bien sûr différent. Pour vous donner une ordre d'idée, dans le cancer du pancréas, on dit qu'à peu près 10% des cancers du pancréas sont des TNE. Et donc, parmi ces 10%, 90% seront donc des TNE et les CNE seront que 10% d'entre elles, donc 10% des 10%. Donc, vous voyez, c'est quand même assez rare. Mais voilà, ça ne veut pas dire que ça n'arrive jamais. Dans le tableau de droite, vous voyez une approche qui est aussi intéressante à l'heure des biomarqueurs, à l'heure des panels aussi génétiques qu'on va pouvoir demander chez nos patients. C'est de voir que la caractérisation d'une tumeur se fait sur le KI essentiellement. Ça, on va en reparler, mais c'est vraiment ça qui nous donne quasiment la première classification en exclusivité. Mais il y a aussi d'autres facteurs à prendre en compte. C'est les récepteurs de la somatostatine qui sont très importants, puisqu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on sait cibler. C'est des récepteurs très facilement activables. Et puis après, tout l'enjeu va être de diagnostiquer la tumeur différenciée de l'indifférenciée. Pour ça, on a le DAX, ATRX, qui sont plutôt en faveur de tumeurs bien différenciées type TNE, donc, et le P53 qui est présent plutôt sur les indifférenciés type carcinome. MGMT, c'est un marqueur de méthylation qui, quand il est absent, quand il y a un déficit en MGMT, est plutôt en faveur d'une bonne réponse au temozolomide. Et le temozolomide, j'en reparlerai, mais c'est une thérapie qui est utilisée et qui a, à mon avis, une belle carrière devant lui. La TNE, c'est ça. Donc, la deuxième slide la plus importante, c'est celle-ci. C'est de voir, donc, dernière classification en date, c'est 2019 de l'OMS. C'est de voir qu'on différencie les TNE et les CNE en trois grandes catégories et une catégorie indifférenciée. Et pour ça, on utilise le KI. Alors, vous verrez aussi souvent l'indice mitotique, qui est une autre forme de différenciation et d'appréciation de la cinétique de différenciation cellulaire. Mais on parlera beaucoup du KI, quasiment tout le temps du KI, en tout cas c'est comme ça chez nous. Et donc les tumeurs de strictement moins de 3 de KI sont des grades 1, des grades 1 qu'on pourra parfois ne pas traiter, hein, on est dans cette appréciation-là. Les grades 2, c'est 3 à 20%, et donc on fera quand même un petit cut-off sur un grade 2 faible jusqu'à 10% et un grade 2 fort de 10 à 20%, et on verra plus tard pourquoi. Et puis au-delà de 20%, on est sur du grade 3, donc déjà des tumeurs certes qui sont encore différenciées, mais quand même beaucoup plus agressives. Et il y a le peu ou mal différencié qui est ensuite au-delà de 20% aussi. Donc on a un cut-off qui est encore à prouver, mais qu'on parle souvent de 55%. Par exemple, une tumeur en dessous de 55% sera plutôt différenciée et au-dessus sera plutôt indifférenciée. C'est comme ça qu'on les retient. Vous verrez le terme de MINEN aussi. Alors la MINEN, c'est compliqué parce que c'est des tumeurs mixtes, tout simplement, qui ont une composante, comme souvent, hein. On peut retrouver par exemple 20% d'adénocarcinome et 80% de TNE dans une tumeur. Ça ne veut pas dire que c'est la TNE la plus grave.
Si on a 80% de TNE et que ça bouge pas, c'est du gradin, mais qu'on a de l'adénocarpe qui, lui, est très agressif, c'est peut-être quand même l'adénocarpe qu'il va falloir traiter. Donc, on ne peut pas faire une impasse là-dessus et c'est des situations un petit peu difficiles à négocier. C'est souvent du ressort de la RCP de recours, de savoir comment apprécier ça. On se servira beaucoup de l'imagerie métabolique des TEP, quelqu'un qui file beaucoup en FDG de manière métastatique. On va quand même considérer que c'est plutôt une composante agressive qui est partie en métastase, contrairement à celui qui aura juste peut-être quelques fixations endotatoques, etc. Mais bon, ça, c'est vraiment le cas à part. La prise en charge, là, je ne vais rien inventer, hein, mais il faut localiser le primitif, faire un bilan d'extension, discuter des options chirurgicales. Encore plus en TNE qu'ailleurs, on préférera discuter d'une chirurgie. Ça, c'est vraiment quelque chose c'est le traitement curatif, voilà, le seul. D'avoir une anapathe, bien sûr, d'apprécier l'évolutivité. Une tumeur agressive, une tumeur rapide, c'est pas pareil à prendre en charge qu'une tumeur plutôt indolente. Et puis, il faut toujours se poser la question des formes familiales. C'est pas le plus fréquent, hein, comme dans la plupart des cancers, mais on est par contre confronté à des vraies formes familiales génétiques qui méritent d'être connues parce que des DEM1, des von Hippel-Lindau, c'est des choses qu'il faut surveiller de manière très très précise parce que souvent ça s'accompagne d'autres troubles et voilà, c'est au diagnostic toujours se poser la question de toute façon. Les situations, je crois qu'on peut résumer les choses de la manière suivante, c'est de dire qu'il y a la tumeur bien localisée et opérable. Bon, on l'opère. Il y a la tumeur bien différenciée, d'aspect en tout cas plus gentil, qui n'est pas forcément opérable, qui est localement avancée, voire métastatique. Pareil, quelle est la notion de métastatique? Est-ce que quelqu'un d'oligométastatique, on pourra l'opérer? Oui, ça peut. Est-ce qu'on peut être curatif R0, même en métastatique? Il y a des situations qui le permettent. Tout ça, encore une fois, c'est de l'ordre de la décision de RCP et on ne peut pas faire un abac hein, de ces choses-là. Mais globalement, il y a cette case-là. C'est les gens qui ne sont pas forcément strictement opérables directement ou en tout cas qui ne sont pas curatifs au premier coup d'œil, qu'on pourra rattraper. Il y a les patients qui sont tumeurs endocrines indifférenciées. Donc là, on est sur des stratégies qui font quand même, qui se rapprochent plus de tumeurs solides agressives et ça peut faire un peu peur. Et puis les tumeurs carcinoïdes, c'est une composante un petit peu à part. J'y reviendrai aussi, mais le carcinoïde, c'est aussi le syndrome sécrétoire qui peut nous poser des soucis. Pour avoir une idée de l'origine de ces maladies-là, on prend l'exemple, comme je vous l'ai dit, je vais être très orienté digestif dans ce topo, mais voilà, tout ce que je dis est valable aussi sur d'autres localisations. Si on reprend l'organogénèse, l'embryologie, on voit que les différentes composantes du tractus digestif sont d'origine un petit peu diverses et variées, et que ça se résume de cette façon-là, foregut, midgut, ingut, et donc on a les organes digestifs hauts plutôt initiés au niveau du foregut qui ont une certaine épidémiologie qui ne sera pas la même que le midgut. Et bon, l'ingut, on en parle un petit peu moins, c'est moins fréquent dans les TNE, mais globalement pour se dire que l'origine embryologique des organes va avoir un impact fort sur la qualité des traitements qu'on va pouvoir proposer et surtout sur l'efficacité de ceux-ci. J'entends par exemple qu'une tumeur de l'intestin grêle n'est pas la même qu'une tumeur du pancréas et c'est ça qui va faire toute la différence en fait. On pourrait résumer les choses à ça, s'il y avait qu'une seule chose à retenir. Je parlais des formes familiales, je vais pas m'éterniser là-dessus parce que on pourrait faire un topo de 2 heures rien que là-dessus, mais globalement se rappeler que donc on rencontrera souvent des NEM1, des VHL, la neurofibromatose aussi, c'est quelque chose qui est pas négligeable, et puis des scléroses tubéreuses de Bourneville. Voilà, c'est juste pour que vous l'ayez en tête encore une fois, j'insiste, mais c'est des pathologies qu'il faudra dépister, c'est éventuellement des choses dans les essais qu'il faudra avoir en tête, ce qui pourra être même parfois des critères d'exclusion. En tout cas, voilà, c'est comme tout cancer, il y a un peu les formes familiales liées. Et si je me réfère aujourd'hui dans la stratégie standard au TNCD, c'est là qu'on a la meilleure, entre guillemets, la meilleure appréciation des stratégies thérapeutiques qu'on va distinguer d'une manière très, 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 très sommaire, mais en TNE duodéno-pancréatique et en TNE non duodéno-pancréatique. Donc, on est sur du gastro-pancréatique ou sur du autre. Et le autre, c'est par exemple le grêle, c'est par exemple d'autres organes. Alors,
Pourquoi on ne met pas plus de catégories selon les organes? C'est qu'en fait, je vous ai dit, c'est rare, et c'est encore plus rare si on parle d'un ovaire, c'est encore plus rare si on parle voilà, du rectum, de l'œsophage. Donc en fait, on va avoir du mal à qualifier ces gens-là, et il y a peu d'essais, tout simplement. Donc le pancréas, il y a beaucoup de monde, le grêle, en gros, il y a beaucoup de monde, et le reste, c'est un petit peu zone trouble, donc il a bien fallu faire des choix. Comme je vous le disais, le KI va être vraiment le marqueur important, le biomarqueur le plus important pour distinguer les choses. Et vous allez voir que même si on reste sur du grade 2 à 10%, il y a quand même le moins de 10% et le plus de 10% qui est une notion très importante dans notre pratique clinique. Et on ne va pas forcément proposer les mêmes choses aux mêmes patients. Voilà, je passe rapidement là-dessus. Le but n'est pas de s'éterniser sur les traitements, j'en reparlerai aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant, on avait en gros que de la chimiothérapie. Donc, vous voyez, ça remonte à 73, le 5-FU. C'est une drogue qui est aujourd'hui la pierre angulaire quasiment de tous nos traitements en digestif, mais surtout avant, c'était quasiment la seule. Et donc, petit à petit, plusieurs drogues qui ont permis d'avoir quelques réponses objectives, mais c'est pas merveilleux. En tout cas, il y a quelques petites réponses qui ont permis sur des petites cohortes. Donc, ça n'a de visée que informative, ce que je vous dis là, et à quasiment oublier juste après. Néanmoins, d'une drogue, on a fait des combinaisons avec des tolérances parfois plus difficiles, mais en tout cas, on a amélioré comme ça les prises en charge avec des drogues qui se détachent un petit peu, des réponses objectives, des durées de survie qui sont un peu plus intéressantes quand on fait des associations. Vous voyez que la STZ, streptozocine, c'est intéressant, c'est quelque chose qu'on utilise encore. L'adriamycine aussi. Voilà, on a plusieurs combinaisons qui sont intéressantes. Et puis aujourd'hui, sur des stratégies validées, ça date déjà des années 80, c'est-à-dire que le fameux streptozocine 5-FU, qui est vraiment un des traitements validés dans notre arsenal, voilà, c'est les années 80 et on n'a pas fait beaucoup mieux depuis. Donc voilà, il y a un vrai sujet là-dessus. Mais c'est la chimio, c'est pas le reste, d'accord? Ensuite, on pourra parler des tumeurs indifférenciées. Donc, je vous l'ai dit, hein, mais il y a le différencié et l'indifférencié. Bien sûr, les traitements ne sont pas du tout les mêmes. Là, c'est juste pour vous rappeler qu'en 99 et même un petit peu avant, on a validé celle de platine et toposide. Donc, souvent, cisplatine et toposide, que vous verrez aussi sous le nom de VP16, et qui peut avoir son pendant, le carboplatine. Ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent. D'intérêt. Ça ressemble donc beaucoup aux tumeurs thoraciques. C'est ce que vous verrez dans les cancers à petites cellules, par exemple. C'est la même famille en fait de pathologies. Donc c'est les mêmes traitements. Voilà. Une slide uniquement pour que vous ayez entendu. Les carcinomes à cellules de Merkel sont des TNE. C'est des tumeurs d'origine cutanée qui peuvent être voilà, un petit peu particulières. C'est très radiosensible, très chimiosensible et j'aurais dû dire même très immunothérapie sensible parce qu'aujourd'hui, on a aussi de très bons résultats là-dessus. Donc, c'est quelque chose qui appartient à la famille des tumeurs endocrines et qu'il faut savoir détecter, reconnaître. C'est, à mon sens, vraiment, vraiment des gens qu'il faut orienter sur les centres experts parce que ça peut être de bons pronostics si on les traite avec les bons traitements. En tout cas, ça nécessite de ne pas les louper, cela. C'est important pour ça. Un petit mot sur la thyroïde aussi. Je vois que le temps passe vite, donc je me dépêche. La thyroïde, effectivement, les cancers de la thyroïde sont des TNE pour la plupart d'entre eux. Malheureusement, dans le cancer de la thyroïde, la chimiothérapie, c'est quand même pas fameux. Toutes les associations qu'on aurait pu faire, là je parle des cancers médulaires, mais ce qui serait vrai aussi pour des anaplasiques, des très indifférenciés, c'est qu'on est quand même assez pauvre et que les traitements sont assez médiocre, en tout cas sur la partie chimio. Il y a des cancers de la thyroïde qu'on va pouvoir traiter de façon ciblée, et ça, tant mieux, ça a quand même bien révolutionné les choses. Famille des cancers papillaires, folliculaires, que vous verrez sous le nom de vésiculaires éventuellement, sorafenib, lenvatinib, des anti-angiogéniques qui sont intéressants, qui ont un effet sur les récepteurs du EGF et qui permettent des magnifiques réponses déjà, et surtout des survies des maladies stables. On parle en années. Voilà, encore une fois, pour ceux qui font que de la gastro difficile, on n'a pas toujours l'habitude de compter en années de traitement. Donc, c'est une bonne chose. Dans les carcinomes médulaires de la thyroïde, pareil, il y a le vandetanib, le cabozantinib, donc deux anti-angiogéniques, pareil, qui sont très intéressants. Et surtout, on a aujourd'hui maintenant la médecine personnalisée qui nous permet de... Pardon. Ah, j'ai ma montre, pardon, qui me parle en même temps.
Les carcinomes avec des mutations activables, c'est hyper intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est plus du rêve, c'est de la réalité. Je prends l'exemple, par exemple, du pralsétinib anti-RET. On a beaucoup de cancers de la thyroïde qui sont mutés RET et avec vraiment des réponses spectaculaires des patients qui, en 15 jours, arrivent quasiment à 2 doigts de la trachéotomie et on leur met le traitement et ils répondent immédiatement. Ils sont en rémission complète. Enfin, c'est pendant plusieurs années. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de chouette. C'est pas de la guérison, hein, mais voilà, on a quand même des beaux succès. Inhibiteur de NTRK possible, le tissu thyroïdien en tout cas est quelque chose qui permet de l'envisager, et aussi BRAF/BMEC, la double inhibition en tout cas d'abrafénib trametinib permet de faire des choses folles. Je pense notamment moi à un patient que je suis et en congrès on en voit souvent, c'est des patients qui ont des cancers anaplasiques de la thyroïde. Donc c'est parmi les pronostics les plus effroyables de ce qu'on sait faire en médecine. C'est de l'ordre de moins de 2 mois en médiane sur des patients non traités. Et traités, c'est pas beaucoup mieux. Mais quand il y a une mutation activable, ça peut être des années de survie sous thérapie ciblée. Donc voilà. La question, c'est faut-il diagnostiquer tous les patients? Faut-il faire un panel de gènes à tous les patients? Ben, on a envie de dire oui. L'accès, c'est autre chose. Voilà, il y a les gros centres avec des plateformes et puis il y a les petits centres qui n'ont pas les moyens de se payer les plateformes ou de payer les examens. Ça, c'est un vrai problème. Les remboursements sont tout à fait inégaux. Les RIHN sont vraiment pas encore bons pour ça. Donc voilà, il y a l'envie, il y a la possibilité et puis il y a la pratique. Voilà, je vous apporterai pas la réponse ce soir parce on est tous contraints, je pense. On a tous des contraintes différentes, mais c'est un vrai souci. En tout cas, il existe des mutations, il existe des thérapies en face et il existe des difficultés pour les prescrire. De manière générale, quand on parle d'une tumeur carcinoïde métastatique, il faut en apprécier l'évolutivité, traiter le syndrome carcinoïde, c'est-à-dire par exemple la conséquence d'une hypersécrétion de sérotonine, d'insuline, etc. Surveiller effectivement très souvent les valves cardiaques parce que le métabolisme de la sérotonine, quand il est élevé, passe par le cœur gauche et peut entraîner donc des atteintes valvulaires. Ça peut même, dans des rares cas, aller sur le cœur droit et voilà, ça peut être très grave. Mais généralement, c'est filtré par la circulation pulmonaire. En tout cas, c'est là que doit s'arrêter, dans théorie, l'hypersécrétion. Donc, on a un bénéfice à aller diagnostiquer tout de suite les patients qui ont des tumeurs neuroendocrines. Et surtout quand elles sont carcinoïdes parce qu'il y a des vraies atteintes valvulaires. C'est parfois même un mode d'entrée dans la maladie. Je pense à des patients que j'ai eus comme ça qui viennent qui sont adressés par la cardiologie sur un trouble valvulaire. Et en fait, on trouve la TNE comme ça. Donc après, voilà, considérer le traitement du primitif bien sûr et la chimiothérapie évidemment. Deux traitements qui sont parmi les plus répandus en tout cas et les plus efficaces. Enfin, ça a vraiment changé l'arsenal de notre pratique. Sandostatine, l'ocréotide, somatuline, l'oréotide, qui existent maintenant toutes les deux sous forme LP, c'est-à-dire à libération prolongée. Plusieurs dosages, je passe vite, mais en gros, dosage à visée anticarcinoïde, c'est-à-dire antisécrétoire, voire à visée antitumorale. C'est la grosse dose, 30 mg pour la sandostatine, 120 mg pour la somatuline. Voilà, un des traitements de référence. Vous donnez une idée du prix, quand même. C'est des injections qu'on fait tous les 28 jours. Il faut savoir que ça vient d'être génériqué, donc les prix diminuent un petit peu, mais on est quand même sur quelque chose de pas négligeable. Donc voilà, il faut avoir ça en tête aussi, hein. On parle des thérapies ciblées souvent, mais la sando ou la somatuline, c'est pareil, c'est pas négligeable. Et on est plutôt autour de 700 € par mois aujourd'hui. Passons rapidement sur les efficacités. Je vous rappelais ici l'historique, mais on n'est peut-être pas obligé de faire tout le détail. En tout cas, de dire que les analogues ont été d'abord introduits à visée antisécrétoire et ensuite ont été testés à visée antitumorale à des doses plus élevées et que ça a été validé comme ça. Une des études qu'on a le plus en tête, c'est l'étude Clarinette. Qui vient d'être complétée par l'étude Clarinette Forte, qui est juste un changement de rythme, une augmentation du rythme des injections. Mais pour les tumeurs neuroendocrines de grade 1 ou 2 et avec des KI de moins de 10%, du pancréas, du grêle, du côlon, qui sont a priori non fonctionnels ou non pré-traités, on a une efficacité intéressante sur ça. Le traitement donc est validé pour ces indications. Je passe rapidement sur la qualité de vie. Quelqu'un qui, par exemple, a des diarrhées à raison de 10 fois par jour, vous lui mettez un traitement par somatuline ou sandostatine
et ça disparaît complètement en quelques semaines, bah, vous imaginez bien que la qualité de vie est nettement augmentée. Il y a des règles hygiéno-diététiques qu'on va proposer aux patients, notamment de varier son alimentation, bien sûr, mais avec quelques réserves, et ça, il faut les informer, tout simplement. En tout cas, voilà, on essaye d'être efficace sur plusieurs choses. Plusieurs alternatives de traitement. Je vais essayer de vous balayer aussi l'ensemble entre guillemets des traitements qu'on peut utiliser. La chimiothérapie, enfin la chimioembolisation intra-artérielle hépatique est une option que je ne mets pas en avant spécifiquement pour deux raisons. C'est que déjà il y a une validation qui est quand même à faire ou qui est parfois discutable. Et deuxièmement, surtout parce que dans notre ville, nous on est une ville où on en fait très peu. C'est souvent l'apanage des gastro-entérologues et il y a des villes où ils sont très très performants là-dessus. Et nous, notre choix, c'était plutôt de ne pas le faire. En tout cas, on a plutôt essuyé des difficultés. Donc, c'est pas quelque chose de très développé chez nous. Voilà. Donc, je vous en parle parce que c'est une option valable, hein, tout à fait, mais qui a encore un petit peu sa place à valider. Néanmoins, ça permet d'avoir une efficacité locale sur le foie, notamment en cas de maladie assez répandue. Ça peut être une bonne option quand même, à discuter toujours en RCP de toute façon. Thérapie ciblée dans le cadre des cancers pancréatiques endocrines. Je prends l'exemple du pancréas parce que c'est là qu'il y en a deux. Sutent et everolimus, donc un anti-angiogénique et un inhibiteur de mTOR, qui ont tous les deux montré dans des phases 3 une amélioration sur la survie sans progression. Et donc, si je prends l'exemple par exemple du sunitinib, le Sutent, donc a été validé à la dose de 37,5 en continu. Alors ça, c'est une petite particularité. Je ne sais pas si, voilà, si vous avez été confronté à de l'urologie, mais par exemple, le Sutent, c'est la dose normale, c'est 50 mg, 4 semaines sur 6, avec 2 semaines de pause, donc, dans les tumeurs du rein. Et chez nous, c'est pas du tout la même posologie. Et je dois avouer que pour avoir fait les deux, en TNE, ça passe super bien. 37,5 en continu, ça passe super bien, alors que 50 en schéma 4-4-2, c'est plus difficile à passer. Donc voilà, il y a des, mais c'est pas les mêmes malades, attention, hein, c'est pas les mêmes profils de malades, donc on peut pas non plus passer de l'un à l'autre. Le bénéfice est présent dans la quasi-totalité des situations. Les Vérolimus, pareil, études. Alors, il y a eu plusieurs études Radiant, mais là, je vous parle de Radiant 3 qui a validé les Vérolimus 10 mg en continu. Donc, les Vérolimus, globalement, c'est quelque chose d'assez bien supporté. On surveillera les mucites, les pneumopathies infectieuses, enfin non infectieuses, pardon, c'est-à-dire les pneumopathies interstitielles idiopathiques liées à les Vérolimus. C'est souvent à J15 qu'on s'en rend compte. Et passer J15, s'il n'y en a pas eu, en général, on a passé. Mais ça peut être hyper impressionnant. Ça ne contre-indique pas le traitement, mais on peut avoir des vraies atteintes sévères quand même. Donc, en tout cas, everolimus validé, comparé éventuellement à l'octréotide, enfin, en association ou non à l'octréotide. Voilà, on a des chiffres, pareil, je passe rapidement parce que sinon on pourrait y passer la journée. Radiant 4, c'est donc l'étude pivotale qui a permis de valider le traitement, j'en parlais, c'est des tumeurs bien différenciées, grade 1-2, qui sont d'origine digestive ou pulmonaire, hein, et puis des patients qui, comme souvent dans les essais, sont PSOMS 0,1. L'objectif principal, c'était la survie sans progression, avec une analyse centralisée, sans ration d'importance, et puis objectifs secondaires, qui sont les classiques. En relecture centralisée, donc analyse centralisée de l'imagerie, vous voyez qu'on a une différence significative en faveur du bras everolimus, 11 mois de médiane de survie sans progression contre 3,9 mois sans traitement, donc voilà, assez franc comme chiffre. Mais je vous mets cette slide parce qu'on voit qu'en analyse investigateur, même si ce n'est pas l'objectif principal, on voit qu'on a tendance à surévaluer l'efficacité de l'éverolimus et même du placebo d'ailleurs. Donc l'intérêt de la relecture centralisée se traduit par exemple dans ce genre d'études. Hein, ça, c'est quelque chose auquel on peut être souvent confronté dans les centres. On dit, tiens, la relecture centralisée, pourquoi, pour qui? Et bah, ouais, il y a des études où ça ressort assez franchement, donc celle-ci, c'est le cas. Tolérance assez intéressante, pareil, j'en parlais, on passe vite, hop. Il y a je suis obligé d'en parler, mais la transplantation hépatique, c'est quelque chose qui a été évalué, qui pourrait avoir sa place dans certaines situations, qui, voilà, pour l'instant, manque un petit peu de preuves, mais vous imaginez bien que transférer, de transplanter un foie, c'est pas un acte anodin, au prix d'un décès post-opératoire hyper élevé.
d'une survie à 1 an qui est quand même assez médiocre. Et si on sépare les choses entre tumeurs carcinoïdes et autres TNE, la survie à 5 ans pour une tumeur carcinoïde, c'est 78%. Donc on a l'impression que cette population-là, peut-être, pourrait en bénéficier plus. Voilà. C'est tout ce qu'on peut dire. N'allez pas demain voilà, dire qu'on fait de la transplantation chez les TNE en général, c'est dans le cadre d'essai, quoi. Enfin, c'est quelque chose voilà, pour l'instant qui est loin d'être un standard, mais ça existe. Radiothérapie, désartérialisation ou embolisation hépatique, bon, passons, et la chimio, j'en ai déjà parlé. Le traitement le plus en vogue depuis les analogues de la somatostatine, en tout cas, c'est certainement celui-ci, ce qu'on appelle la Lutathera, le lutécium 177 dotatate. C'est la radiothérapie interne vectorisée. Donc ça, beaucoup d'essais à venir. Nous, on est un centre où on essaye d'être présent sur ces indications-là et il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Donc la radiothérapie interne vectorisée, je rappelle le principe très généralement, c'est le fait de coupler au radiotraceur, qui est souvent le DOTATAT ou le DOTATOC, c'est-à-dire le radiotraceur d'imagerie métabolique, on lui greffe en plus la molécule de lutécium, qui va être un radioémetteur radioactif, et qui va, en plus de se fixer sur les cellules malades, les détruire. Et donc le principe comme ça est assez simple, mais c'est assez merveilleux. Et donc, on a des indications en TNE depuis quelques années maintenant. Les Allemands sont très, très en avance sur nous, mais depuis 2018, je dirais, nous, en tout cas, dans les centres, on a pu en voir, en faire. Et puis, c'est quelque chose qui arrive en cancer de la prostate. Donc, pour ceux d'entre vous qui feraient aussi de l'urologie, eh ben maintenant, vous avez le TEP-PSMA, c'est la même chose. C'est TEP-PSMA et traitement PSMA. Qui sont voilà, des traitements d'avenir aussi là-dessus. Donc, avec des cohortes de patients qui sont autrement plus importantes. Donc, l'étude pivot, c'était NETHER-1, l'étude randomisée de phase 3, qui a fait la preuve d'efficacité de ces traitements. Voilà, donc c'était comparaison Lutathera versus plus octréotide versus octréotide seul. C'est pas la même dose, mais on était dans une dose anti-carcinoïde versus dose antitumorale en dessous. Et donc, on voit qu'on a une survie sans progression hyper intéressante. Donc, là, c'est l'OS et la SS médiane n'est pas atteinte. Mais donc, on a voilà, une efficacité de la molécule qui est sans pareil, avec en plus comment dire, une efficacité de sous-ensemble, de sous-groupe qui est voilà, quasiment dans tous les sous-groupes. Donc voilà, une PFS nettement améliorée, publication dans le New England qui date de, je ne sais plus, 2017-2018, et une OS qui est validée, donc même 2015. Ouais. Voilà, donc très facile à supporter, très peu d'effets secondaires. Il y a une hématotoxicité qui est possible. Il y a quand même la question de la survenue de maladies d'hémopathie à long terme, passé 5 ans, 10 ans, ça c'est quelque chose qui existe, qui est pas impossible. Et celui qui va peut-être nous gêner le plus, c'est la toxicité rénale, puisque sur des patients qui sont parfois âgés, parfois fragiles, parfois déjà pré-traités, en dessous d'une insuffisance rénale de 30, on ne peut pas traiter, donc c'est un souci. Et puis sur les insuffisances rénales de 30 à 45 de clairance, pareil, c'est quand même une question qu'on va devoir traiter, peut-être en utilisant par exemple des demi-doses de lutécium, mais voilà, c'est un peu le seul truc qui peut nous contraindre. Sinon, en termes de tolérance chez les patients, c'est vraiment génial. Qualité de vie préservée, améliorée, certes. Et puis voilà une petite diapo pour vous rappeler donc l'ensemble des thérapies dont on vient un petit peu de balayer très rapidement les possibilités. On a beaucoup de traitements à disposition. Malgré tout, on ne fait pas que des miracles. La chimiothérapie, c'est pas forcément toujours la bonne indication. Bref, je passe rapidement là-dessus pour pas qu'on mange la montre. Il y a une question très importante qu'on se pose aussi dans les TNE en ce moment, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut placer la rive. Est-ce qu'il faut la mettre avant ou après la chimiothérapie? Eh ben, la réponse, ça dépend, comme toujours. Vous voyez que dans les thérapies ciblées, on a donc l'éverolimus, le sunitinib qui sont donc très intéressants. Par exemple, on peut placer une thérapie ciblée en première intention chez un patient qui n'a pas de récepteur à la somatostatine, puisque le principe de la rive, c'est quand même d'aller se fixer sur les récepteurs de la somatostatine. Si en réalisant un TEP d'Otatoc, d'Otatat, vous n'avez pas de récepteur, eh ben, vous ne pourrez pas faire de traitement ciblé, donc on ira plutôt sur la thérapie ciblée, puis la chimio, ou la chimio, puis la thérapie ciblée.
Une place, enfin pareil, une slide sur le T-modal, le témozolamide. C'est un traitement qui fonctionne bien et qui est aujourd'hui validé dans l'association T-modal capecitabine, donc 5FU, donc traitement péros de chimiothérapie. Hein. Donc on a les thérapies ciblées qui sont péros, très intéressant. On peut faire de la chimiothérapie tout à fait efficace avec du T-modal, donc on évite soit le Folfox, soit le streptozocine 5FU, qui ressemble de près ou de loin à du Folfox. Donc, au lieu de faire de l'IV à l'hôpital tous les 15 jours, bah, vous avez une thérapie chez vous. Donc, c'est très intéressant. Peut-être avec une particularité, c'est l'efficacité, la supériorité de la tolérance, mais c'est un essai, par exemple, qui est en cours, là, auquel on participe, mené par le professeur Michel Ducreux à Paris, à l'IGR. Et donc, on espère avoir des résultats dans les toutes prochaines années, là, d'ici 1 an ou 2, pour savoir quelle est l'association la plus intéressante. Le streptozocine 5FU est un des standards. Peut-être que le TEMCAP, donc T-modal capistabine, va pouvoir s'installer comme ça. Passons rapidement, je vous parlais des maladies qui étaient donc avec des analogues, enfin des récepteurs aux analogues de la somatostatine et un KI à de moins de 10%, pardon. Mais là, il faut aussi se poser la question des maladies qui sont un petit peu plus agressives, qui restent des grades 2, mais des grades 2 forts. Et donc, on a un rationnel aussi intéressant pour dire qu'on a peut-être un bénéfice, en tout cas sur cette étude qui incluait 73 patients de grade 2 fort, on a un bénéfice quand même chez les patients avec donc des analogues qui est non nul, et plutôt chez les patients qui ont une atteinte hépatique de moins de 25%. Donc, chez les atteintes hépatiques majeures de plus de 50%, on ne se pose pas la question, ça va être difficile, mais il y a quand même une place pour les stratégies analogues, donc pour la rive aussi, a priori. Je parlais du T-modal, il y a un rationnel très important pour dire que s'il y a une altération de MGMT, c'est le biomarqueur que je présentais en début d'exposé, s'il y a une perte de MGMT, alors le T-modal est réputé assez efficace. Données confirmées, je crois, à l'ESMO là, de septembre dernier. Voilà, MGMT, NEG, on a une très bonne efficacité du T-modal, mais on se rend compte qu'en fait, le T-modal marche très bien aussi chez les patients. Il marche moins bien, mais il marche quand même très bien chez les patients qui sont MGMT proficients. Et du coup, on a plutôt envie de le donner tout le temps, le MGMT. Donc finalement, si ça fait bien dans les deux cas, est-ce que c'est intéressant d'aller le doser? C'est toute la question à laquelle on doit répondre. Il y a une étude qui va y répondre, c'est MGMT-Net. Voilà. Donc, professeur Thomas Walter à Lyon qui s'occupe de cette étude. Donc, je disais la rive dans quelle situation? Bah, KI faible, oui. KI faible, mais fort peut-être, surtout sur des atteintes viscérales pas majeures en tout cas, des maladies qui ne sont pas forcément rapidement évolutives. On peut aller chercher des stratégies de rive. On a des essais en cours. Là, c'est le professeur Brzezinski à Beaujon qui s'en occupe. On a des essais en cours maintenant qui vont répondre à ces questions-là. Je passe. Voilà, et on est quasiment dans les temps, je me dépêche. Il y a un point quand même, peut-être le point le plus important, et là c'est cocorico, un problème qu'on a vraiment franco-français, c'est que, donc je vous ai dit, la rive, l'Utatera a une AMM, et avec un remboursement qui n'est pas dans toutes les situations. Donc, on se retrouve aujourd'hui, 2017, voilà, je disais NetherOne, 2017, on a la publication de l'étude, l'AMM qui arrive rapidement après, comme toujours. Et on a une période d'ATU, une période de grâce sur laquelle on peut traiter les patients, qu'ils soient avec des TNE intestinales, mid-gut ou non intestinales, ce qu'on appellera nous foregut là au début. Et donc, on se retrouve avec une commission de la transparence après AMM qui nous dit en France, bah non, en fait, on va valider pour l'intestin, mais on ne va pas valider pour le gastro-pancréatique. Donc, en fait, on a des patients qu'on pouvait traiter dans le cadre de l'ATU qui ne peuvent plus être traités. Il y a des patients qui étaient en cours d'ATU qui sont traités alors que d'autres n'ont plus le droit. Enfin, ça pose un vrai problème éthique. La commission de transparence a jugé que les données étaient insuffisantes en pancréas pour autoriser alors que ça marchait bien en grêle. Bon, on a du mal effectivement à comprendre tout le rationnel de tout ça, puisqu'on est sur des stratégies de mutation cible. Donc, si vous avez un TEP positif avec des récepteurs, il n'y a pas de raison aujourd'hui de penser que le traitement ne va pas marcher, mais on en est là. Et on en est là, c'est même encore pire, c'est que maintenant, on a donc l'autorisation de prescription compassionnelle qui est sortie là en 2022. Je crois que c'est au mois d'avril. Et donc, on se retrouve dans une situation où tout ce qui est dans l'AMM remboursé, ça passe.
Tout ce qui est hors AMM peut faire l'objet d'une prescription dans le cadre de la prescription compassionnelle, c'est-à-dire poumons, des grades 3, par exemple. Une tumeur grade 3 peut être traitée. En revanche, le pancréas grade 1, grade 2 qui a une AMM, on ne pourra pas lui prescrire parce qu'on n'a pas de prix de remboursement et que ça coûte 20 000 € l'injection, il en faut au minimum 4, donc 80 000 € par patient. Il y a très peu d'hôpitaux qui peuvent se le permettre. Il y a quand même des centres qui arrivent un peu, mais bon, c'est quand même compliqué. Donc vous êtes, on est dans une situation très compliquée et dans un paradoxe français qui n'a pas lieu d'être à mon sens, mais c'est pas moi qui fais la loi. Quelques petits exemples. J'avais donc une patiente, Madame G, qui avait une TNE de grade 1 du grêle. Je peux lui faire de la RIF, pas de problème. J'ai une patiente qui était TNE grade 2 du pancréas. Elle a eu de la RIF dans le cadre de l'ATU. Et j'ai pu la retraiter puisque j'étais toujours dans le cadre de l'ATU. C'est la poursuite du traitement. En revanche, quelqu'un qui aurait sa tumeur du pancréas grade 2 que j'ai traité par chimio qui va progresser, et ben là, en 2022, je ne peux pas la traiter, par exemple. Donc, perte de chance, point d'interrogation. À titre personnel, je pense que oui. En revanche, j'ai un exemple d'un patient, en l'occurrence, qui avait une tumeur grade 2 du pancréas qui a pu bénéficier d'une RIV alors qu'on n'était pas dans le cadre de l'ATU, parce que dans les CHU, on peut avoir ce qu'on appelle les COMEDIMS. Alors, c'est les comités de je ne sais pas quoi, je ne sais plus quel est l'acronyme exact, mais il y a des fonds quand même alloués sur des traitements d'exception et parfois ça peut passer. Parce que bon, aujourd'hui, quand on fait les demandes au niveau des labos par compassionnel dans cette indication, on ne peut pas, puisque quand il y a une AMM, on ne peut pas faire de compassionnel. D'autres indications, j'en ai pas parlé, mais paragangliome, on peut faire aujourd'hui du compassionnel. Avant, on passait par la validation au MEDIT. Je parle cancer testicule, pareil. Aujourd'hui, on aurait le droit de le traiter. Donc là, j'ai pas eu besoin de le retraiter pour l'instant, mais en AMM, on peut le retraiter. Donc, on a plusieurs options, mais globalement, si on parle du pancréas grade 1-2, on est quand même très coincé, alors que pour tout le reste, quasiment aujourd'hui, on peut prescrire. Dernière slide que je vous propose en résumé de cet exposé rapide, hein, vraiment très survol, c'est que globalement, sur les tumeurs gastro-entero-pancréatiques qu'on peut séparer en pancréas versus reste du monde, vous avez cette proposition de traitement, de stratégie, avec donc sur du grade 1-2, du grade 2, du grade 3, de l'indifférencié, etc., le résumé de toutes les situations et de toutes les propositions qu'on peut faire. C'est disponible au niveau de l'ESMO, donc ça résume ce que je vous ai dit très rapidement avec les chimiothérapies d'actualité, le TEMCAP, le FOLFIRI, FOLFOX, bien sûr, qui sont possibles. Dans les grades 3, vous voyez les cisplatines ou carboplatines et toposides, et la RIV qu'on trouvera sous le nom de PRRT, hein. C'est le nom anglais de la radiothérapie interne vectorisée. Voilà, donc le but de ces traitements en survol très rapide, c'est de ne pas nuire, de pouvoir prévenir ou guérir les symptômes, bien sûr, de voir s'il est indiqué de démarrer un traitement, hein. Une tumeur de grade 1 peut tout à fait être surveillée dans certains cas, sans traitement, je veux dire. On a des critères pour ça. De penser à traiter la tumeur primitive, d'essayer d'être maximum R0 dans une prise en charge, de se dire qu'on peut tout à fait envisager des stratégies de résection métastatique aussi, ça c'est possible, qu'il y a une possibilité de chimio-embolisation au niveau hépatique, notamment quand il y a une atteinte qui le permet. Et puis de proposer de la chimio plutôt quand même en dernier recours, parce que c'est quand même pas la meilleure option, on en est bien conscient, mais ça fait partie des choses qu'on surveille. Voilà, je vous remercie. J'essaie de faire 40-45 minutes entre deux, là. Je pense qu'on était dans l'objectif. Si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. J'espère que j'ai balayé un certain nombre de trucs importants. N'hésitez pas à me demander. Merci Aurélien. Alors, je vois pas encore de questions dans le chat. Je sais pas s'il y en aura. Peut-être juste un mot aussi pour dire qu'il y a une étude à promotion unique cancer avec des cohortes de tumeurs neuroendocrines pour évaluer la pharmacocinétique du sunitinib et de l'éverolimus et voir si une individualisation des doses serait à prévoir pour ces traitements-là. Oui, c'est vrai. Il y a la question déjà du profilage des patients, c'est-à-dire qui va être répondeur sous telle thérapie ciblée ou telle rive ou telle voilà.
Et ça, c'est pas encore complètement résolu. Et après, en fait, effectivement, la question des thérapies ciblées qui sont en dose à peu près standard, entre guillemets, dose poids, peut-être, voilà, il y a des variations interindividuelles qu'il faut explorer. Et ben voilà, je Pas sais de pas si questions? pas de Ouais. questions. Même dans le cadre d'essais, dans le cadre de, voilà, de votre pratique du quotidien, il n'y a pas de situation un peu particulière voilà, qui pourrait tenir au TNE et pas aux autres tumeurs. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. J'ai pas de questions, Aurélien. Je te remercie pour la Et ben présentation. voilà. Je suis désolé, j'ai eu du mal à me connecter au départ. Non, c'est pas grave, t'inquiète. Souci technique. Du coup, ça veut dire que tu as été très exhaustif et Et ben que c'est que c'était clair, voilà, on va dire ça. c'est parfaitement clair. Ça serait bien, du coup, si on pouvait vous faire passer du coup des questionnaires d'évaluation pour que vous puissiez faire un retour en fait sur le format, puisque c'est un format un peu nouveau qu'on essaye de faire, qui peut-être peut être à répéter sur certains sujets. Et notamment, si vous avez sur les questionnaires d'évaluation, si vous avez aussi des suggestions de présentations qu'on peut faire qui répondraient à des questions techniques que vous pouvez vous poser au quotidien, bah, ça pourrait nous aider justement à offrir ce type de contenu, quoi. Bon, bah super. N'hésitez pas à nous dire, ouais, parce que c'est aussi des sujets comme celui-ci qui sont pas forcément les plus répandus, qui peuvent être intéressants. S'il y a d'autres niches, entre guillemets, qui sont d'intérêt, n'hésitez pas. On a aussi toujours le curseur qui est difficile à placer. Est-ce qu'il faut aller plus sur le versant essai clinique ou est-ce que le fait de vulgariser et de débunker entre guillemets une discipline est utile? Ça, pareil, il y a peut-être d'ailleurs des avis partagés. Voilà, on est preneur de vos avis là-dessus. Merci à tous les deux. On va vous faire donc circuler un petit questionnaire pour les personnes qui étaient présentes. Si vous avez des questions qui viennent après coup, n'hésitez pas. Je suis sûre qu'Aurélien sera tout à fait d'accord pour répondre. Tout à fait. Voilà. Et puis, on a d'autres sujets de prochains webinaires. On vous transmettra les invitations. On y travaille. Ah, je vois une petite question Ah, apparaître. Ah, voilà, merci Marie-Laure. Parmi les tumeurs neuroendocrines, quelle est la fréquence des tumeurs qu'on met juste sous surveillance au diagnostic? Alors là, j'ai pas de chiffre, immédiat. Pourquoi? Parce que avant, on surveillait, on va dire qu'on peut dire que le grade 1, on va le surveiller plus facilement, le grade 2, on va plutôt le traiter. Ça, c'est un dogme qui est acceptable. Donc, 100% des grades 2 seraient sous traitement. Mais les analogues ont quand même complètement bousculé le dogme et on n'a pas de chiffres récents. Mais aujourd'hui, une tumeur, même un grade 1, sauf certaines situations, on va quand même être très tenté de le mettre sous analogue. C'est bien supporté. Il y a souvent une amélioration clinique à obtenir sur le syndrome carcinoïde, parce que certes, les patients ne sont pas 20 fois aux toilettes une petite part de ressenti. Donc, à titre personnel, je dirais que je traite assez facilement parce qu'il y a quasiment que du bénéfice à espérer. Et les études montrent plutôt on va contrôler la maladie plus longtemps. Bon, voilà, je fais un peu une réponse de Normand, hein, je suis désolé, mais la fréquence des tumeurs, par exemple, un pancréas, alors, si, il y a quand même une réponse que je peux apporter, c'est que le pancréas qui est découvert de façon fortuite au décours d'un examen, qui fait moins de 2 cm, qui est gradin, parce qu'il faut quand même aller le biopsier par contre, qui est négatif en TPFDG, alors celui-là, on va le surveiller sans le traiter. Donc, il y a quand même des situations, on va dire, ben voilà, on fait un TEP d'Otatoc, par exemple, à 6 mois, à 1 an, puis après, on peut envisager une surveillance annuelle sur des lésions comme ça fortuites. Donc là, le gradin fortuit de moins de 2 cm, lui, il peut être surveillé quand il est isolé, bien sûr. Hein, s'il y a des métas, on traite. Voilà. J'espère que ça répond un peu à la question. Et ben voilà. pas d'autres questions? Ah, si, c'est bon. Oui, merci. Eh ben, je vous souhaite une bonne soirée. Voilà. Merci beaucoup, Aurélien. À Allez, bientôt. bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.